Salut les Diginaux, toute l'équipe ici présente dans le studio et moi-même, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce live de correction. Certains d'entre vous se sont déjà jetés sur le site pour aller voir la correction écrite, vous êtes plusieurs milliers et vous avez eu raison, mais si vous voulez en savoir plus sur la correction de ce live de science, et oui, parce que ça y est, vous avez surmonté les épreuves, c'est terminé. Alors, c'était pas si dur. J'espère en tout cas que nous vous avons aidé à franchir toutes ces épreuves-là. Et on va voir là maintenant un petit peu dans le détail ce qu'il fallait dire dans cette épreuve de science qui n'était pas si compliquée. Alors si vous avez des potes qui se posent des questions, je sais pas trop, etc. Je sais pas, c'était dur, je vais pas y arriver. WhatsApp et Facebook et bref, sortez vos portables, faites-les chauffer et dites-leur que ça se passe ici dans le seul live de France à DigiSchool où on va pouvoir débriefer un petit peu tranquillement sur ce que vous avez pu écrire. Alors si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser, ça sera grand plaisir qu'on y répondra. Alors, bon, on s'y jette du coup, vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts. Juste une petite chose par rapport à ce qu'on avait entre guillemets prévu, susceptible de tomber. On est assez content de nous. Pourquoi? Parce que rappelez-vous au live de révision de mardi dernier, on avait évoqué 3 sujets possibles. Le premier sur la reproduction, ça n'est pas tombé. Bon, on n'est pas vraiment totalement surpris, c'est toujours un sujet un peu délicat. On avait évoqué en 2 le système immunitaire dans le cadre effectivement de bactéries, de virus qui seraient en mesure d'attaquer un organisme. Ça a été le cas, donc on s'en est pas trop mal sorti. On avait évoqué en 3, juste pour rappel, la géologie peut-être, et effectivement on est tombé sur ce sujet-là. Alors, un sujet que vous avez dû normalement traiter plus tôt en fin d'année de 3e. J'espère que vous avez eu les cours correspondants. En tout cas, nous avions fait un live là-dessus spécial. Et si vous l'avez suivi, si vous avez suivi également celui que nous avons fait en révision, vous avez dû vous en sortir sans trop de difficultés. Alors bon, un classique, hein. C'était pas très long. Hein. Au niveau timing, on avait mis l'accent là-dessus en disant attention, attention au temps. Bon, vous allez voir que la correction va être assez rapide. Je pense que vous en êtes sortis brillamment et c'est tant mieux et c'est bien parce que on sait que beaucoup d'entre vous ont bossé là-dessus assez durement. Alors bon, qu'est-ce que vous retrouvez ici? Le système immunitaire. Et quand on parle de vaccination, évidemment, on a le fameux tableau de vaccination qui est ici. Tableau de vaccination, d'ailleurs, vous avez sur votre livret de santé. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous parle d'un patient qui s'est blessé avec un outil de jardinage. Et là, oui, quand on parle de technique, de petits trucs pour faire un examen, voilà, je suis en train de faire devant vous, en live, ce que vous avez probablement fait dans votre salle. C'est-à-dire que vous avez souligné le fait qu'on avait quelqu'un qui s'était blessé avec un outil de jardinage, d'accord, et qu'il y a un risque de tétanos. Voilà. Alors le tétanos, c'est une maladie qui est due à une bactérie qui produit une toxine et qui va agir sur les muscles, qui va en quelque sorte les paralyser. Alors, pour éviter tout ce genre de maladie, vous le savez, vous avez été vacciné. Voilà. Alors vous avez une partie ici du calendrier de vaccination. Il n'est pas complet parce qu'en réalité, il a changé depuis le 1er janvier 2018. Bon, le tétanos, il est là. Pof. Oh c'est pas bien compliqué, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On va se demander si la personne qui s'est blessée avec son râteau, son outil de jardinage, comme ça, est-ce qu'il est en danger ou pas à cause de cette bactérie qui est responsable de cette maladie, le Clostridium tetani. Hein, on aime bien ces noms-là en latin, en SVT, ça met toujours un petit peu de style. Alors, on va garder dans le slide qui va suivre ce petit tableau, puisque la question portait sur quoi? Donc c'était le document 1. On vous disait, à partir du document 1, alors ça c'est toujours pareil, hein, faut toujours bien regarder quelle est la référence que l'on vous demande. Justifier que le patient, actuellement âgé de 33 ans, n'est plus à jour. Évidemment pour le tétanos, puisque c'est de ça dont on parle. Bon alors c'est quand même pas compliqué. Alors pourquoi? Parce qu'il a eu quoi comme vaccination? 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, 13 ans. Alors, je regarde ma ligne, tout à l'heure que je vous ai montré, sur mon tétanos, le voici. Alors, mais ça vous concerne aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Vous ferez bien d'aller jeter un petit coup d'œil à votre calendrier vaccinal. Eh bien, si vous avez fait correctement les choses, vous avez donc été vacciné à 2 mois,
C'est le cas de notre patient, de notre sujet. Vous avez été vacciné là à 4 mois. C'est le cas également de notre patient. Pof, je passe à la suite, c'est quand même pas bien compliqué. 11 mois, c'est le cas également de notre patient. 6 ans, c'est le cas également de notre patient. Jusque-là, tout va bien, impeccable, le gars, il a tout bon. Entre 11 et 13 ans, et là, c'est votre cas. Hein, vous devez vous rappeler qu'il y a quelque temps, il y a 1 an ou 2, vous avez été revacciné avec le fameux DT polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a 33 ans, donc il est là, hein. Il est entre 25 et 45 ans, voilà. Alors le gars, il a 33 ans. Seulement, il manque quoi? Bah, regardez, c'est facile à voir. Vous voyez bien qu'ici, il manque cette vaccination, cette nouvelle injection qu'il n'a pas faite, puisqu'on vous le dit ici, hein, on a dit que ces vaccinations sont arrêtées à 13 ans, eh bien, il lui donc manque bien une vaccination qu'il aurait dû faire à 25 ans. Donc, effectivement, il n'est plus à jour dans sa vaccination, parce que comme ça l'était indiqué dans votre énoncé, on est à jour de vaccination lorsque l'on a effectué toutes les vaccinations qui sont indiquées sur le livret, le carnet de santé. Alors j'en profite un peu pour pousser le raisonnement un petit peu plus loin quand même pour que ça reste du cours et ça vous servira en lycée également. C'est dû à quoi ça? Si vous rappelez votre cours, il y a des lymphocytes B qui produisent ces fameux anticorps. Eh bien, ces lymphocytes B, ils ont une durée de vie, les lymphocytes B mémoire, gardent en mémoire les bactéries auxquelles on est confronté ainsi que les virus, à peu près une dizaine d'années. C'est pour ça qu'ici, vous avez, à la fin de votre calendrier vaccinal, une indication, il faut vous faire vacciner ensuite tous les 10 ans. Ben, généralement, on oublie un petit peu, parce que tous les 10 ans, ça fait un petit peu long. Donc, c'est tout simplement parce que dans notre corps, il y a cette mémoire-là. Mais cette mémoire-là, elle n'est pas infinie. Comme vous pouvez le voir, elle a une certaine durée. Voilà, donc concernant maintenant la rédaction, vous avez compris le principe. Il fallait donc mettre en évidence que le patient a eu 1, 2, 3, 4, 5 injections au lieu de 6, puisqu'à l'âge de 33 ans, il aurait dû en avoir une 6e qu'il aurait dû faire à 25 ans et il ne l'a pas fait, c'est pas bien. Donc, il n'est plus protégé contre le tétanos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, on a un sujet quand même qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose de très concret. Bon, je me blesse dans mon jardin. Je ne sais pas si je suis vacciné contre le tétanos. Je regarde sur mon calendrier vaccinal. Et puis ensuite, évidemment, c'est l'objet du document 2. Je vais vérifier si mon organisme produit encore les anticorps contre ce fameux tétanos. Donc, on va faire un test avec un petit appareil un petit peu particulier. Protocole du dosage rapide des anticorps spécifiques contre quoi? Contre la toxine du tétanos. Antitoxine tétanique. Anti, ça veut dire contre. C'est-à-dire ça va lutter contre la toxine tétanique. Pas trop rentrer dans le détail, mais le tétanos, donc est dû à une bactérie. Cette bactérie produit une toxine, une espèce de produit, de substance qui est nocive. Et donc, les anticorps vont lutter contre cette substance nocive. Encore faut-il en avoir. Alors, on vous expliquait dans le sujet. Vous voyez que bon, on avait vu qu'il n'y a pas trop de questions, que c'est relativement rapide, on peut être tranquille. Une goutte de sang prélevée au niveau du doigt. Bon, c'est d'ailleurs l'objet maintenant de tout un tas d'appareils. Si vous êtes allé jeter un coup d'œil sur Internet, vous avez maintenant qu'avec une goutte de sang, vous pouvez savoir ce qu'il y a dans votre sang. Hein. Assez rapidement. Alors c'est un test spécialisé pour ça, pour savoir si effectivement vous avez encore dans votre sang des anticorps antitétaniques contre le tétanos. Alors voilà à quoi ressemble ce petit appareil. On met une petite goutte de sang, un petit truc pour se piquer. Il y en a certains parmi vous, derrière cet écran, qui ont des problèmes de diabète et qui font ce test d'ailleurs pour savoir la quantité de glucose qu'ils ont dans leur sang et ils s'injectent éventuellement ensuite de l'insuline, bah là on peut le faire pour savoir ce qu'il y a dans notre sang. Et là ce test il est particulier parce qu'il va permettre de voir si dans notre sang il y a encore des anticorps contre le tétanos. Alors, bon, lisons l'énoncé, au bout de 10 minutes, blablabla. Si une seule bande se colore, si dans le test, là, il y a une seule bande qui se colore,
Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment protégé. D'accord? Si deux bandes se colorent, la personne est protégée. Bon, on vient de le voir, hein, le patient, il a oublié de se faire une injection tétanique à 8 ans avant. Bon. Donc on s'attend à ce qu'il ne soit pas suffisamment protégé, c'est logique. Et dans la question donc, qui vous était posée par rapport à ce document, réaliser le schéma légendé d'une plaque à test correspondant à un résultat négatif. Alors rappelez-vous ce que je viens de vous montrer là juste précédemment. Si une seule bande se colore, eh bien le test est négatif. Pas compliqué. Je pense que vous êtes arrivé très facilement sur cette partie-là. Je ne m'inquiète vraiment pas. Je pense que tout était bon. Ah, il y a une ou des questions, je crois. On a quelques petites questions. Quentin qui nous dit: est-ce que je vais perdre beaucoup de points si je me suis trompé? Je voulais mettre une barre, mais j'en ai mis deux. Je voulais quand même montrer le schéma négatif. Est-ce que c'est pénalisant? Quentin nous demande si j'ai mis 2 barres. Est-ce que ça va être faux? Mais Quentin, j'ai bien peur que oui. Parce que à partir du moment où justement la correction, la réponse était sous la forme d'un schéma, si Quentin tu as mis 2 barres au lieu d'une, c'est pas bon, hein. Malheureusement pour toi Quentin, j'ai bien peur que sur cette partie-là de l'épreuve, tu n'aies pas les points correspondants. Je suis désolé, mais vous savez, là on a affaire un peu comme un QCM, quoi. Je veux dire, soit je fais une barre, soit j'en fais 2. Si j'en fais 2, j'ai pas bon. Nazar qui me dit: moi j'ai fait les bandes horizontales, ça va, ça passe? Alors Nazar demande si j'ai fait une bande horizontale. Je pense que ça ne posera pas de problème. Je pense que le simple fait d'indiquer sur la bandelette une bande, le principe même d'avoir fait une bande suffira. Alors nous, on a essayé de vous représenter ici un truc qui est proche de la réalité. Si vous allez jeter un coup d'œil sur Internet pour savoir à quoi ressemble le petit test, hein, c'est un petit truc en plastique qui a une espèce de petit trou, là, j'ai même à goutte de sang, et effectivement, on voit nettement une bande comme ça. Mais je pense que si vous l'avez fait horizontalement, ça passera. Je suis à peu près sûr de ce que je vous dis, parce que on est quand même assez généreux, on va dire, dans les points, dans la mesure où vous avez quand même compris quelle était la réponse à donner. Hein. Que la barre soit horizontale ou verticale, ça ne change pas grand-chose dans le fait que vous avez compris le principe qu'il fallait indiquer une barre pour indiquer que c'était un test négatif. Est-ce que c'est grave si on n'a pas dessiné la goutte de sang dans le schéma? Alors, est-ce que c'est grave si on n'a pas dessiné la goutte de sang? Non, non. J'ai envie de dire non, parce que bon, c'était déjà plus ou moins indiqué précédemment. Bon, il faut simplement indiquer que le résultat est négatif. Hein. Quand on met une légende, c'est-à-dire indiquer où est la bande colorée, parce que sinon on peut faire des traits un peu n'importe où. Je vous sens un peu inquiet concernant ce schéma. Moi, à titre personnel, je ne le suis pas du tout, parce que je pense que les correcteurs vont être généreux de ce point de vue-là, indulgents, et vont accepter quand même beaucoup de choses dans la mesure où, effectivement, vous avez indiqué une barre. Donc, pas de panique, ne vous inquiétez pas pour ça. Merci de les rassurer, parce qu'ils sont un peu en stress là-dessus. Ils me demandent tous horizontal, machin, colorié à gauche, colorié à droite, ils sont un peu en stress. Et j'ai aussi Juliane qui me demande si j'ai mis les bonnes réponses à tous les exercices, mais ma forme de rédaction et mon raisonnement ne sont pas très bons. Alors, Juliane parle de rédaction et de raisonnement. Attention, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est assez indulgent, je veux dire, sur la rédaction. Bon, on ne vous demande pas d'être Baudelaire ou Victor Hugo. On est en sciences. Hein. Donc, ce qui nous importe, c'est quel est le résultat que vous donnez à votre réponse. Maintenant, concernant le raisonnement, il faut être logique. Hein. Attention, mettons-nous bien d'accord sur ce qu'on va dire dans la suite. Là. Il y a une suite logique. Donc, je ne sais pas, Juliane, ce que tu entends là par un raisonnement qui n'est pas parfait. Là aussi, j'insiste, on est vraiment large à ce niveau-là. Donc, pas de panique. On n'est pas en train de faire une thèse, on n'est pas au baccalauréat. Ça reste une épreuve pour voir si vous avez compris l'énoncé, d'accord? Et si vous donnez une réponse qui est correcte et qui est logique. Maintenant, on ne vous demande pas d'étaler vos connaissances et d'avoir un raisonnement qui est sans fin. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il fallait mettre un titre à ce schéma? Alors, est-ce qu'il fallait mettre un titre à ce schéma? Alors, si on reprend la question,
réaliser le schéma légendé. Donc, j'ai envie de dire, non, il n'y a pas de titre. Hein. L'essentiel des points, on est bien d'accord. Si j'ai envie de dire presque, j'ai envie de dire moi à titre perso, l'intégralité des points va être dans le fait que vous ayez bien indiqué une seule bande, en indiquant qu'effectivement vous allez faire un résultat négatif. Voilà. Pas de panique, je crois qu'il y aura vraiment un max de points sur cette question-là et que les correcteurs vont accepter beaucoup de réponses dans la mesure où vous avez effectivement mis une seule bande. Donc qu'elle soit horizontale ou verticale. C'est vrai que on n'était pas censé deviner non plus à quoi ressemble ce test. Hein. Bon, on n'a pas donné d'exemple. Donc là, de ce point de vue-là, pas de panique. À partir du moment où on voit clairement qu'il y a bien une bande ou qu'il y en a deux. Hein. Si on fait des traits un peu partout, ça ne sera pas bon. Document 3, bon là c'est aussi, mais c'est intéressant ce document, c'est facile mais c'est intéressant pourquoi? Parce que c'est en fait l'arbre qui permet à un médecin ensuite de prendre une décision par rapport aux éléments dont il a connaissance. Alors vous avez l'arbre décisionnel des étapes à suivre pour un patient blessé par un outil de jardinage. Alors je reviendrai là sur la dernière partie, sur cette partie-là, pour l'instant on la laisse un peu de côté. Et on va aller directement à la question, on ne va pas trop rentrer dans le détail là tout de suite de cet arbre. Et on va voir ce qu'il fallait faire. C'est simple. On aurait presque même pu poser la question d'ailleurs simplement en indiquant sur le schéma quel petit chemin il fallait suivre pour arriver à la décision que doit prendre le médecin. À partir du document 3, citer les étapes. Citer les étapes. Ah, c'est ça qui est important, hein. Quand vous parlez de raisonnement, vous voyez que bon, on ne peut pas vraiment parler de raisonnement, il faut simplement que votre réponse soit claire par rapport à la question. Et donc là, on parle bien de bien donner les étapes qui permettent, qui amènent au protocole C. Bon, des étapes, il n'y en a pas 15 000. Hein. Alors, je cite les étapes qui m'ont permis d'arriver là. Alors, nous, dans notre correction, on vous a quand même bien précisé les choses. On n'en demandait pas tant, mais quand même. Quand on dit citer les étapes, je pense que le simple fait de les citer suffira. Nous, on a voulu quand même les justifier. Hein. Bon. Première étape, donc. Citer les étapes de l'arbre décisionnel. C'est-à-dire qu'il y a une première question. Vaccination contre le tétanos à jour. Oui ou non? Bah, non. Puisque... on l'a rappelé précédemment, le patient n'est pas à jour dans ses vaccinations, donc c'est non. Donc je suis ce chemin. Première étape, là voilà, c'est parce qu'ici je choisis non. Bon. J'arrive à une deuxième possibilité, un deuxième choix, une deuxième étape à franchir avant d'arriver soit sur le protocole B, soit sur le protocole C. C'est quoi? C'est test de dosage rapide des anticorps antitoxines. Est-ce qu'il y a présence ou absence d'anticorps? On vient de le voir sur la question précédente. Comme il y a un test négatif, on choisit donc absence d'anticorps. Voilà la deuxième étape. Absence d'anticorps. Première étape, vaccination contre le tétanos à jour, non. Deuxième étape, test de dosage rapide des anticorps, absence d'anticorps. Voilà mes deux étapes. Et là, j'arrive inévitablement à la décision, aux actions que je dois mener pour guérir mon patient. Je vous vois derrière vos écrans et je sens que bah, ça allait, quoi. C'était pas trop dur. Hein. Donc là, vraiment, c'était plus simple que la technologie, d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à le préciser. Moi, j'ai été étonné du décalage, mais je ne suis pas prof de techno, mais j'ai été étonné du décalage. Je m'attendais à même quelque chose de plus dur en SVT. C'est vrai que le sujet est intéressant. On aurait pu vous poser des questions très, très complexes, mais finalement, c'était très logique dans ce qu'on vous demandait par rapport à vos documents. Voilà, bah on arrive à la fin de la dernière question de ce brevet des collèges en SVT. Un petit peu plus technique parce que bon, il faut là maîtriser un peu le vocabulaire médical, hein, carrément, hein, le vocabulaire médical qui vous est proposé. Pourquoi? Parce que effectivement, le protocole que le médecin va suivre pour guérir le patient, il est marqué ici. Donc vous avez de la sérothérapie, de la vaccination
et puis de la prise d'antibiotiques. Bon, 3 choses. Il faut que le médecin mette en œuvre ces 3 éléments pour guérir le patient. À partir du document 3, donc celui qu'on vient de voir, dont on a fait une petite reproduction ici, justifier la nécessité des 3 éléments, justifier la nécessité, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Voilà. Alors tout à l'heure, quand on vous posait la question, mais au niveau du raisonnement, voilà, il faut simplement expliquer pourquoi je vais faire de la sérothérapie, pourquoi je vais faire de la vaccination et pourquoi je vais faire prendre des antibiotiques à mon patient. Justifier la nécessité des 3 éléments à appliquer à ce patient qui s'est blessé avec un outil de jardinage. Alors bon, là c'est de la lecture simplement de documents, de la compréhension de texte, et c'est très logique en fait. Alors vous avez le détail de notre réponse ici, mais je vais les reprendre pour que les choses soient bien claires. Alors moi je les ai repris plutôt dans l'ordre, on va dire, chronologique. Parce que là on ne vous les donne pas vraiment dans l'ordre de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Enfin, quand je dis pas vraiment dans l'ordre, ça se fait évidemment de toute façon très rapidement, mais s'il y avait un ordre, pourquoi on fait prendre... Alors je commence moi par les antibiotiques. Pourquoi on fait prendre des antibiotiques? Parce que vous savez que les antibiotiques sont donc des médicaments qui luttent contre les bactéries. Vous connaissez peut-être le petit jingle, les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, on prend des antibiotiques uniquement contre les bactéries et pas contre les virus. Or là, le tétanos est bien une maladie liée à une bactérie. Donc, alors pourquoi il faut en prendre? On nous l'indique ici, les antibiotiques stoppent l'infection. Donc, alors, ces bactéries seraient où? C'est sur votre outil de jardinage, tout simplement. Et cet outil de jardinage, si vous êtes blessé avec, il y a des bactéries d'ailleurs qui se trouvent dans le sol, responsables du tétanos, qui ont pénétré dans votre organisme. Donc tout de suite, paf, on file les antibiotiques pour que ces antibiotiques aillent détruire les bactéries qui sont dans notre corps et qui ont commencé à infecter probablement notre organisme. Donc la prise des antibiotiques, c'est pour détruire les bactéries responsables du tétanos. Voilà pourquoi je fais prendre à mon patient des antibiotiques. Donc je l'ai bien justifié. Les antibiotiques détruisent les bactéries et il se trouve que le tétanos est dû à une bactérie, donc je fais prendre des antibiotiques. Deuxième élément, la sérothérapie. Alors c'est là où il faut lire un peu attentivement le sujet. C'est une injection d'anticorps. Bon, vous voyez bien que c'est complètement logique. C'est-à-dire, les antibiotiques vont aller détruire les bactéries, mais il faut quand même que je double cet effet en prenant quelque chose qui contient des anticorps que mon propre corps aurait dû fabriquer si j'avais suivi mon calendrier vaccinal dont on a parlé au début. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas ça à chaque fois? Parce que c'est marqué ici. La sérothérapie, ça ne dure que quelques jours. Bon, donc on ne va pas injecter aux gens en permanence des anticorps pour s'assurer qu'ils ne tomberont jamais malades. Ça va être le principe de la vaccination. C'est là l'intérêt de la vaccination. Mais la sérothérapie a cet avantage énorme, c'est que si vous êtes atteint d'une maladie pour lesquelles on peut injecter directement des anticorps, ça permet aux anticorps d'aller directement dans le sang et d'aller lutter contre cette bactérie grâce à ces anticorps partout où ils se trouvent. Parce qu'effectivement, les anticorps vont détruire la bactérie. Donc, j'ai envie de dire, c'est le deuxième niveau d'action. Après les antibiotiques, je file des anticorps partout dans mon corps pour lutter contre les bactéries. Et pourquoi? Parce que c'est bien le sérum, la sérothérapie, qui fournit ces anticorps. Et comme on l'a mis ici, le patient n'a plus d'anticorps anti-toxine tétanique, il lui en faut des anticorps. C'est pour ça qu'on lui en donne. Troisièmement, enfin, c'est la vaccination. Alors, seule la vaccination assure une protection, une immunisation supérieure à 10 ans. Donc, bon, j'ai envie de dire, ça, le patient, si on ne le vaccine pas tout de suite, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ce qui va agir tout de suite, c'est les 2 premiers éléments, antibiotiques et sérum, sérothérapie. Mais bon, le patient, il est dans votre cabinet, on le vaccine, ça l'évitera d'oublier la prochaine fois. Je crois qu'il y a des questions. Pas de questions? Pardon, on peut enchaîner. Non, c'est parfait. Ouh là là, je m'attends à des notes pharaoniques.
Et nous en serions d'ailleurs très contents. Tenez-nous d'ailleurs au courant. Et puis, vous pourrez également aller voir, aller télécharger la correction complète là, que je suis en train de vous présenter de ce sujet de SVT. Petite question quand même, si on n'a pas mis dans l'ordre les réponses, j'imagine qu'on parle de cette question-là, ou même d'une manière générale, c'est grave de Alors, respecter l'ordre? un diginote me demande si j'ai pas mis dans l'ordre. Non, 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 ça n'est pas grave du tout. Moi, j'ai essayé d'être logique. Tout à l'heure, vous parliez, vous voyez, de raisonnement, de logique. Voilà, j'ai simplement mis l'accent sur le fait qu'il y a un ordre de priorité, mais ce n'était pas du tout ce qu'on vous demandait, hein. Vous pouviez prendre à n'importe quel ordre, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez bien associé à chaque chose antibiotique pour lutter contre les bactéries qui ont pu pénétrer dans mon corps à cause de l'outil de jardinage qui a été au contact du sol, la sérothérapie, parce que j'ai plus d'anticorps, on en file, on m'en injecte, et enfin la vaccination parce que ça va me permettre d'en produire sur les 10 ans à venir parce que j'avais oublié de me faire vacciner. Voilà en ce qui concerne cette correction de SVT qui, ici, dans ce studio, nous en sommes sûrs, a été facile par rapport à tout ce que vous avez dû subir pour vos révisions. Alors justement, c'est l'occasion pour moi pour vous remercier. Remercier également l'équipe qui est dans ce studio, dont on vous parle souvent, mais ils font un sacré job. J'espère en tout cas que nous avons réussi tout au long de cette année à vous aider à progresser dans la bonne humeur, parce qu'on peut, je crois, effectivement, associer les deux. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai très prochainement sur DigiSchool. Et avant de laisser la place à mon collègue Arthur qui va faire le job pour la techno, je vous dis tout simplement salut, ciao, restez connectés, ça se passe là tout de suite dans la foulée, le temps de se refiler les micros, bref, des petits problèmes techniques. Merci à vous. Merci de faire passer le mot à tous vos camarades parce que n'oubliez jamais une chose, si tout ceci est possible, c'est grâce à vous. Donc si c'est vous qui, en parlant autour de vous, allez permettre à DigiSchool de continuer et on l'espère d'être le plus proche de ce que vous attendez de nous. Merci à vous, ciao, à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, on est encore en direct sur le site de DigiSchool, sur YouTube, sur Instagram sur Facebook également. Alors on va maintenant, dans cette deuxième partie, on va faire la correction du sujet de technologie. Petit commentaire avant de commencer, c'est vrai que le sujet de technologie avait quelques questions un peu ambiguës et des questions plus simples, on va voir ça ensemble. Donc le sujet de technologie il portait sur un appareil qui permet de faire des échographies et ces interactions entre les utilisateurs, la tablette et les différentes choses qui constituent un appareil échographie. Alors, donc dans un premier document, on nous présentait quelles étaient les relations qu'il pouvait y avoir entre les boîtes, donc la tablette,
la carte de traitement, les différents modules, on va dire, qui viennent interagir autour de notre échographe. Voilà, on va continuer. Donc la question était de, de donner pour chacune de ces flèches la nature de l'interaction et ensuite de donner le type de flux, à savoir si c'était un flux d'énergie ou un flux d'information. Alors on va commencer avec le premier point, c'était le chargeur donc qui faisait la relation entre connecteur d'alimentation et module de gestion de l'énergie. Alors ici, il s'agit bien d'un cordon, d'un fil qu'on va relier, qui va transporter un courant électrique. Donc il fallait cocher courant électrique pour le 1. Et un courant électrique, on le sait très bien, c'est ce qui permet de recharger nos appareils, recharger une tablette. Dans ce cas-là, de donner de l'énergie à notre échographe. Donc c'est bien un flux d'énergie. Voilà. On passe maintenant à l'interaction 2, donc qui se produisait entre l'utilisateur et donc le bouton marche-arrêt. Alors c'est cette question qui a été un petit peu ambiguë et qui a déclenché un petit peu les débats ici dans les studios DigiSchool. Alors pourquoi? Il s'agit donc d'un bouton et il s'agit bien d'une consigne utilisateur, c'est-à-dire que c'est bien l'utilisateur qui va dire j'allume ou j'éteins mon appareil. On va cocher consigne utilisateur. Et enfin, la question de est-ce que c'est un flux d'énergie ou un flux d'information? Eh ben, c'est là qu'il y a pu y avoir quelques erreurs. Il s'agit bien d'un flux d'information. Alors, on va voir pourquoi c'est un flux d'information. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, ne donne qu'une consigne, il émet une information qui est d'allumer ou d'éteindre la machine. Il se trouve que dans ce cas-ci, le bouton va interagir également avec le flux d'énergie puisque ça va couper du coup l'alimentation électrique de notre échographe. Mais il s'agit bien ici d'une information et donc c'est bien sur les chaînes d'information que notre numéro 2 agit. Notre petit 3, voyant témoin de connexion. Alors un voyant, ça paraît assez évident, assez simple. C'est un signal lumineux, ce sont tous ces petits voyants qui vous permettent de savoir bon, si le chargeur il est connecté, savoir si la connexion fonctionne, ne fonctionne pas, s'il y a une panne. Et encore une fois, ici, c'est une information, pas de doute possible, c'est évident. L'interaction 4, ici, donc notre échographe, il va envoyer des ultrasons qui vont se répercuter différemment selon la nature de ce qui va percuter, ce que l'onde va percuter. Et en captant du coup ce qui va être reçu, on va pouvoir voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà, c'est le principe de l'échographie. Alors ici, on va du coup émettre des ultrasons. Les ultrasons, même si on ne peut pas toujours les entendre, alors les plus jeunes pourront peut-être entendre quelques ultrasons, mais les ultrasons, on ne peut pas les entendre, mais c'est quand même un signal sonore. Donc le petit 4, on coche signal sonore. Et ce que va capter notre échographe, c'est bien l'information de ce qu'il a pu voir à travers cette captation. Donc c'est encore une fois, c'est bien une information qui transite. Pour le petit 5, alors le petit 5, c'est ce qui faisait la liaison entre notre tablette et notre module de communication. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi une tablette? Pourquoi... En fait, c'est parce que ça permet de simplifier certaines tâches, d'être un peu plus loin, de ne pas être sur une machine. Ça permet de nombreuses choses. On utilise les tablettes, les smartphones, etc. tous les jours. On voit que c'est très pratique. Donc pourquoi les médecins n'y auraient pas le droit? Donc Note 5, il intervient entre la tablette et le module de communication qui va recevoir les informations et les communiquer à la carte de traitement. Ce qui va se passer ici, on nous le disait un peu avant, c'est qu'en fait, on va nous envoyer les photos, on va envoyer des informations ici. Donc encore une fois, on va avoir une interaction de nature de type radio, parce que c'est sans fil, une tablette. Hein, alors c'est la question 2, on y reviendra un peu plus tard, mais donc c'est bien sans fil et c'est encore une fois de l'information. Voilà, la petite 6, elle était corrigée déjà, donc je passe tout de suite à la question suivante. Alors dans la question suivante, on nous parlait des différentes normes qu'il existe pour connecter les appareils. Bon, vous l'avez encore une fois sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous avez les 3 normes en général, peut-être un peu moins la NFC qui est un peu plus neuve, un peu moins utilisée. Mais en tout cas, le Wi-Fi, le Bluetooth et la NFC, ce sont des modules de communication qui vont permettre de
d'envoyer des informations différentes et qu'on va utiliser préférentiellement l'une ou l'autre selon la simplicité. Alors, souvent, pour connecter donc une enceinte audio, on va préférer le Bluetooth. Pour se connecter à Internet, avoir un petit peu plus de débit, avoir le haut débit, etc. On va favoriser plus le Wi-Fi, on voit qu'il y a un meilleur débit. Et pour, par exemple, des paiements sans contact ou appairer un appareil Bluetooth, parfois on va utiliser la norme NFC, donc qui a besoin d'un rapprochement, comme on peut le voir ici. Il faut que ce soit à environ entre 1 et 10 cm, c'est un contact assez proche. Là où le Bluetooth, on peut aller beaucoup plus loin, et le Wi-Fi également, hein. On voit que ça atteint pratiquement 100 mètres. Alors, la question qu'on nous posait, c'était de choisir quelle était la meilleure solution pour que la tablette et notre interface de connexion puissent communiquer assez facilement. Dans notre cas, on nous indiquait, alors c'était sur le document précédent, il y avait ici donc des informations ici qui se cachaient. Et oui, c'est un peu le mot qui se cachait. Qui nous disait que donc pour une image d'échographie en 1 seconde, on a besoin d'un débit de 128 kilobits seconde, alors que pour une vidéo d'échographie haute définition, on a besoin de 10 mégabits seconde. Alors, ça paraît assez logique. On va prendre ici, on va retenir en tout cas la valeur la plus élevée de 10 mégabits, c'est-à-dire que notre technologie, il faudra qu'elle fasse au minimum 10 mégabits. Je reviens toujours au schéma, en fait, je n'avais pas besoin de tourner. Si on se place à 10 mégabits, donc on voit que elle est ici, notre limite. Toutes les technologies qui sont en dessous donc, ne vont pas convenir, elles seront trop lentes. C'est-à-dire que soit ce ne sera pas de la haute définition, soit ça va avoir un peu cet effet de lag. Hein, bon, vous jouez certainement à des jeux, vous savez exactement de quoi je parle. Donc ce qu'on va recommander ici, c'est bien en effet d'utiliser la norme Wi-Fi, qui est à 100 mégabits seconde et qui va être parfaite pour cette utilisation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais, on a quelques petites questions. Ils ont tous crié Wi-Fi d'un coup. Est-ce que c'est sûr que c'est ça? Enfin, ils nous sont beaucoup demandé est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Il n'y a pas de doute. Le Wi-Fi, ah bah il y a. Je peux réexpliquer. Ouais, Alors, volontiers, ouais. Donc, comme je disais, on nous demandait 10 mégabits seconde. Donc, notre palier, on va dire, il est ici, le palier des 10 mégabits. Si on est en dessous, bah, ça va bugger, ça va laguer, etc. Parce que les informations n'iront pas assez vite entre notre tablette et notre interface de connexion. Alors que si on utilise du coup une norme Wi-Fi, ça va aller beaucoup plus vite et il n'y aura absolument aucun lag. Les informations arriveront en temps et en heure et personne... on ne frôlera pas le mélodrame dans les hôpitaux environnants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, ça veut dire quoi de type radian? On nous demande Clément. Radian. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'on voit cette information. Ah d'accord, ok. C'est un peu... Comment fait-on pour différencier les kilobits et les mégabits? On nous demande Rinan. Alors, c'est une échelle... Bon, c'est quelque chose... c'est vrai qu'à votre niveau, vous pouvez y être un peu familiarisé ou non, je ne sais pas trop. Ça va être, en fait, on va pouvoir la retrouver le long ici des documents. C'est-à-dire que même si vous ne saviez pas ce que c'était qu'un kilobit, un mégabit, et on va jusqu'au ici au gigabit, vous pouviez vous en sortir en voyant que bon, bah, ça augmentait, on passait de 10 kilobits, 100 kilobits, 1 mégabit. Donc en fait, 1 mégabit, ça va être 1000 kilobits. Je vais l'écrire ici. Hop, tac tac, par seconde. Ça, alors 1 mégabit, c'est équivalent à 1000 kilobits par seconde. Voilà. Et de la même manière, quand on aura 1000 mégabits, donc on passe de 100 à 1000, on arrive à 1 gigabit. Voilà. C'est le fonctionnement qu'il y a dans tous vos PC, vos mémoires, vos disques durs, tout ça fonctionne avec ces mêmes échelles-là qui sont assez communes quand vous avez la fibre, quand vous avez une ADSL, etc. On va vous indiquer un débit. Plus le débit va être élevé, plus ça va aller vite et moins en général ça va bugger, plus c'est intéressant. Et donc le but ça va être d'avoir le débit suffisant et ici c'était la norme Wi-Fi. Il n'y a pas d'autres questions, ça va? Non, écoute, ça a l'air d'aller. Eh ben on va continuer. Au fur et à mesure, de toute façon, je te dirai s'il faut
on va continuer. Alors, enfin, on s'intéressait un peu aux batteries. On s'intéresse un peu plus aux batteries, donc. Ici, on nous présente dans un tableau récapitulatif 4 types de batteries. Au plomb, alors NiCd, ça voulait dire nickel-cadmium, vous n'avez pas besoin de le savoir. NiMH, lion. Alors lion, lithium, lion, c'est assez similaire tout ça. Il y a des petites variantes qui existent. Mais en tout cas, on va retenir que ça, c'est une technologie de batterie. C'est certainement celle que vous avez dans votre poche, sur votre ordinateur portable. C'est celle qu'on installe aujourd'hui dans les voitures électriques, les nouvelles voitures. Parce qu'on peut voir, comme on peut le voir ici, on peut mettre beaucoup d'énergie par kilogramme. Et donc, dans beaucoup d'utilisations, de tout ce qui est appareil nomade, on va vouloir avoir un appareil qui soit à la fois léger et qui tienne longtemps en batterie. Donc, le lion répond très très bien à tout ça. Le plomb, par exemple, ça va être des batteries qu'on va utiliser plus dans les voitures. Et puis maintenant, on évolue un peu, ça change. Alors, c'est de moins en moins utilisé de tout ça. Et le lion, qui est aujourd'hui très très utilisé. Alors, on nous demandait, je vais arriver à la question, on nous demandait quelles sont les exigences qui ont été déterminantes dans le choix du constructeur. Argumenter la réponse. Alors, quels sont les choix qui ont été déterminants? Nous, on ne pouvait visiblement pas trop savoir quels étaient les besoins, parce qu'on ne nous en parlait pas trop. Par contre, à l'aide de ce tableau récapitulatif, on pouvait voir en quoi donc, les batteries Lion étaient bien, étaient exceptionnelles, et du coup, c'était ces réponses-là qu'il fallait mettre en avant. Alors, par rapport aux autres technologies, on peut voir une chose, c'est que le rapport énergie stockée par rapport à la masse de la batterie Lion, il est très supérieur aux autres. On a 170 ici, contre 40, 60 et 85 pour les autres technologies. Donc ça, facteur déterminant très important. Voilà. Ensuite, on voit le prix. Le prix, c'est la batterie qui coûte le plus cher au wattheure. Alors le wattheure, c'est une mesure d'énergie. C'est la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans une batterie. Et plus le wattheure est cher, plus votre batterie, donc pour durer le même temps, va être chère. Ça, c'est assez logique. Donc définitivement, ça, c'était pas une condition, puisque les utilisateurs ne veulent pas payer cher. Ça paraît logique. Enfin, source de pollution, élevé, faible. Bon, évidemment, on va essayer d'avoir des choses avec une démarche durable, écologique, recyclage, etc. Aujourd'hui, on essaye de mettre l'accent sur tout ça. Donc c'est évidemment quelque chose qui peut être important et qui a déterminé le choix donc, de cette technologie de batterie. Enfin, on arrive au dernier argument qui est la durée de vie. Bon, on voit qu'ici, on est 2 à 3 ans, contre les autres technologies qui vont à 4 voire 5 ans, hein, 4 et 5 ans ici. Donc, ce n'était pas non plus l'information déterminante. Donc, celle-là également, on va l'oublier. Donc, pour résumer, on a choisi la batterie Lion pour deux choses. Un rapport énergie stockée par rapport à la masse très élevé, comme ici, et une batterie qui va être qui va avoir un faible impact sur l'environnement, peu de pollution, évidemment, c'est mieux. Donc voilà la réponse rédigée que vous pouvez retrouver dans notre corrigé donc en ligne, il n'y a pas de souci. Enfin, on arrivait à la question 4. Donc 4, c'était un petit algorithme de programmation qu'il fallait, dans lequel il y avait des cases blanches et il fallait remplir ces cases blanches. On nous expliquait le fonctionnement donc, de notre gestion de la charge de la batterie. Et en lisant ça, en fait, il fallait lire, il fallait compléter donc, le diagramme. Alors, on voyait qu'il y avait 3 états pour la batterie qu'il faut évidemment identifier. Le premier état qui est, est-ce qu'on est charge en cours? Est-ce que la batterie est en train de charger? Est-ce que la batterie est déchargée? Et enfin, est-ce que la batterie est chargée? On a besoin de ces indications-là. Ça peut paraître bête, mais sinon, vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut débrancher le chargeur et quand est-ce qu'il faut brancher le chargeur. Ou encore, des fois, ça ne charge pas, on ne sait pas pourquoi. On a besoin d'un petit voyant lumineux qui nous dit bah, « c'est en train de charger, pas d'inquiétude, ça charge ». Et donc, pour ces 3 états, on nous proposait 3 couleurs sur la même LED. Ça évite d'avoir 60 LED et de ne plus savoir ce que signifie chaque signal lumineux. Alors, on nous proposait du coup, lorsque la batterie est en charge, la LED clignote en orange, important à retenir, sachant qu'on était sur une alternance, c'était 1 seconde allumée,
une seconde éteinte. Donc la LED va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, vous avez déjà vu ça. Lorsque la batterie est en charge et qu'elle a atteint son niveau chargé, la LED s'allume en vert. C'est logique, hein, le vert c'est comme le code de la route, ça veut dire qu'on peut y aller. Enfin, si la batterie est déchargée, la LED s'éclaire rouge, c'est pas bien. Donc il faut aller chercher le chargeur très rapidement. Hop, on va passer au programme. Donc la première instruction ici, c'était répéter indéfiniment. Pourquoi? Ce programme il va être répété indéfiniment, parce que c'est celui qui va gérer la LED. Il faudra toujours un petit programme qui va gérer cette LED. Et bien le voilà, le programme, et il faut le répéter indéfiniment pour que cette LED fonctionne tout le temps. Donc ça, c'était une instruction que vous avez sûrement dû apprendre en cours. C'est répéter, c'est une convention. Ensuite, on a l'instruction charge en cours, ici. Donc si notre charge est en cours égale vrai, ça veut dire que bon, on est en cours de charge. Donc on voit notre si, notre condition si ici. Si on est dans ce cas-là, on va faire ces instructions-là. Donc si notre charge est en cours, et si charge en cours égale vrai, donc on est en train de charger, on va faire ces actions-là. Ensuite, en deuxième, à l'intérieur, imbriqué, on appelle ça dans tout ce qui est algorithmique, on a un deuxième si qui vient remettre une condition, c'est-à-dire que si on a la charge en cours et que notre batterie est chargée, ici il fallait donc dire quel était l'état, hein. On voyait c'était allumer la LED alimentation à la couleur verte. Donc on avait dit qu'on allumerait la LED en vert quand notre batterie serait chargée. Donc ici, batterie chargée égale vrai, si on est bien, la batterie est bien chargée, alors on allume la couleur verte. Donc ici, il fallait bien mettre vrai. Sinon, donc si le si ici, il n'est pas respecté, donc si batterie chargée est faux, alors on va passer à la condition ici qui suit, qui s'appelle sinon. Donc allumer la LED alimentation à la couleur. Ici, on va mettre orange, puisque notre batterie, elle est en chargement, mais elle n'est pas complètement chargée. Donc à ce moment-là, on met du orange. Et puis vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait alterner entre un coup, pendant une seconde, c'était orange, un coup c'était éteint pour bien signaler cet état de batterie en cours de charge. Donc on nous dit sinon, et dans ce sinon, on exécute toutes ces instructions ici. Je vais me mettre en bleu, vous verrez sûrement mieux sur le orange. Le sinon regroupe toutes ces instructions ici. Donc on allume la LED alimentation à la couleur orange, on attend une seconde. Au bout d'une seconde, on éteint la LED alimentation, parce que cette fois on passe dans l'état éteint. On attend une seconde, et puis on va réexécuter le programme. On va voir ça dans la suite. Donc il fallait éteindre la LED à ce moment-là. C'était bien le mot éteindre qu'il fallait mettre ici. On avait vu qu'on avait une condition ici qui s'arrêtait ici, et logiquement après une condition, donc si la condition n'a pas fonctionné, on va revenir dans la deuxième phase, le sinon, sinon, qui va commencer ici. Donc ici, il fallait remplir avec sinon, qui manque un petit N ici. Voilà. Et enfin, on nous passait quel était l'état qui restait. Donc on avait la batterie chargée, en charge et déjà chargée. Après, on a eu en charge, en chargement. Et là, on arrivait dans la dernière possibilité qui est la batterie est déchargée. Donc il fallait toujours tout simplement faire si la batterie est déchargée, si batterie déchargée égale vrai, donc si la batterie est déchargée, alors on fait tout ça. Donc allumer la LED alimentation à la couleur rouge, c'était bien le signe distinctif qui identifiait une batterie déchargée. Sinon, et alors c'est là qu'on a la dernière possibilité, allumer la LED alimentation à la couleur verte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les dernières questions du sujet de technologie? Il y a pas mal de questions. Pas mal de questions. Déjà, elles sont toutes amoureuses de toi. Voilà, donc, ah, ça c'est bon signe. C'est plutôt bien. Bah moi aussi, je vous vois pas d'ici, mais j'imagine que oui. Les textes de Lola qui nous dit G-School, salut, on s'est trompé 2-3 fois dans le tableau, est-ce qu'on aura tout faux? Est-ce que c'est éliminatoire ou... Alors, le premier tableau de la question 1. Alors, très certainement, parce qu'on n'a pas encore reçu les barèmes officiels. Ouais. Donc on ne pourra pas répondre à 100% sûr. En tout cas, normalement, ça devrait se passer comme ça. Il devrait y avoir
un point par croix ou un barème de ce genre. Donc tout ce qui est bon, c'est bon, tout ce qui n'est pas bon, bah, c'est des points en moins. Alors il est possible encore une fois qu'il y ait des petites choses qui soient accordées, notamment comme je le disais, entre le flux d'information et le flux d'énergie, il y avait certaines fois des petites ambiguïtés pour la question 2, comme on l'avait dit. À ce moment-là, bon, ils verront peut-être, ils seront très, très indulgents à la correction, on ne peut pas savoir pour tout de suite. Voilà. D'autres questions? Oui, on avait Elsa qui nous demande, alors pour le tableau, donc pareil, si on a faux à 1,5 pour si on a faux à 1 sur 2 pour un seul chiffre, est-ce que tout est faux ou est-ce que c'est 0,5 sur 1? Pas sûr d'avoir compris la question, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, ça doit être une question de points. En fait, c'est encore une fois, je vais redire ce que je viens de dire. Si on n'a pas le barème officiel, donc on ne pourra pas vous assurer ces choses-là. En effet, je pense que si vous avez dit que c'était par exemple pour la question 1, que c'était du courant électrique et vous êtes trompé entre flux d'énergie et flux d'information, bon, ouais, j'imagine qu'on vous comptera bon le début, puis il faut le reste de la question. Voilà. Okay. Question? Pour la 2, moi j'ai mis, alors l'autre fille qui nous dit pour la question 2, si on a mis Bluetooth en ayant bien précisé son choix et en étant justifié, c'est un 0 pointé, la réponse était vraiment Wi-Fi? Alors, en effet, alors je reviens à la question, nous y voici, nous y voilà. Alors en effet, si vous n'avez pas mis Wi-Fi, vous n'aurez pas tous les points, parce que c'était vraiment la norme Wi-Fi qui était la bonne réponse. Après, selon comment vous avez argumenté, c'est là qu'on va pouvoir vous attribuer des points ou non. Parce que comme là, on avait deux informations, en effet, on peut voir qu'une image d'échographie en une seconde, bah, il fallait 128 kilobits seconde pour envoyer l'information. Et le Bluetooth répond très bien à ces débits, à ces demandes de débit. Donc ça pouvait envoyer des images, on aurait certainement eu du mal à envoyer en direct des vidéos en haute définition. Donc il y aura peut-être une partie des points, là je ne peux pas trop savoir. Bon, en général, si vous avez bien argumenté, c'est toujours mieux d'argumenter quand même. D'autres questions? Ouais. Pour cette question, alors je crois que c'était une des dernières, j'ai bien mis les bons critères, j'ai précisé néanmoins les défauts. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'apporter des points ou est-ce qu'on s'en fiche? Les défauts. C'est-à-dire les défauts? Les défauts, c'est pour cette question-là? Celle-là, je pense que c'est okay. La dernière. Pardon, il ne précise pas forcément le numéro de la question. Alors. Les bons critères, là où il y avait le tableau des critères à la fin, c'était pas ça? C'est ça. Alors, on vous demandait juste de mettre, et c'est là qu'il faut bien lire la question, on vous demandait juste de mettre les critères déterminants. C'est-à-dire qu'on a choisi la batterie Li-ion. Les choses sur lesquelles la batterie Li-ion se démarque par rapport aux autres, c'est donc sa densité d'énergie massique, alors le rapport énergie stockée par rapport à la masse qui est très bon, et la faible pollution de ce type de batterie. Donc évidemment, si vous avez, il ne fallait pas du tout parler des autres, c'était ces deux réponses-là qu'on attendait, rien d'autre. Cécile, DigiSchool, pouvez-vous dire au prof que j'ai pas bien compris pourquoi c'est répété indéfiniment? Si on ne charge pas le téléphone, le programme ne s'applique pas, n'est-ce pas? Si on ne charge pas le téléphone. Non, Cécile. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette boucle, elle va s'exécuter indéfiniment, comme je le disais. Donc, à chaque fois qu'on va faire un tour, on va décider de la couleur de la LED et on va voir si rien n'a changé. Alors, ce tour-là, il peut prendre, selon la vitesse à laquelle on exécute ça, on voit d'ici qu'il y a des temporisations d'une seconde, mais ce qu'il faut se dire dans l'idée de la programmation, c'est que ce programme-là, il va tourner en boucle dans un petit coin donc du microprocesseur de l'échographe. Hein. Et à chaque fois, il va redétecter, voir s'il est bien alimenté, si la batterie elle est chargée, si elle n'est pas déchargée, etc. Et il va décider de la couleur de la LED. Donc c'est le principe de ce programme. Et il va falloir exécuter ce programme en boucle, comme on dit, plusieurs fois, pour que si l'état change, qu'on puisse changer la couleur de la LED. C'est notamment quand vous branchez le chargeur, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « faut allumer la LED là ». Non, c'est un programme qui tourne, qui vérifie tout le temps s'il n'y a pas un chargeur qui vient se brancher. Et puis au moment où il voit un chargeur arriver, il refait sa boucle, sauf que ses états d'entrée ont changé. C'est-à-dire qu'il va détecter qu'on a une charge en cours, et donc il va changer la couleur. Donc il fallait mettre répété indéfiniment.
J'imagine que sur des termes un peu comme exécuter, assez synonymes, c'est possible qu'on vous accorde les points. Je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus, mais voilà. La vraie notation Scratch, c'est répéter. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Une petite dernière, si tu veux bien. Il n'y a pas de souci. Ah non, bah, pardon, c'était la même question que la dernière fois. C'était la même question? On peut plier. Ouais, Et ben voilà. Et ben en tout cas, de notre côté, donc chez DigiSchool, on vous souhaite tous plein de réussites, beaucoup de points et des belles mentions peut-être, sûrement. On en est sûr en fait. Et puis n'oubliez pas donc de partager ces vidéos, hein, ça pourrait aider, ça voudra aider vos copains, vos copines, tout ça à savoir se positionner dans cette épreuve. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Et ben merci bien, au revoir. On vous souhaite maintenant des bonnes vacances. Salut, salut!